Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h15, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel d'Europe 1, avec Éric Revel, Philippe Guibert et Maître Golnadel. Encore un mot de ce refus d'obtempérer avec ce policier gravement blessé qui est hospitalisé dans le Nord. Louis de Ragnel, vous dites que les délinquants, de tout poil, je dirais, se servent de l'état de droit en fait pour contourner la loi française. Celui-ci particulièrement parce que il est donc il devait être expulsé. Il a fait un recours devant les juridictions administratives et donc ça fait depuis février 2022. Il se place et du coup la personne se trouve, donc l'agresseur, celui qui a voulu tuer en fait des policiers et des douaniers, se trouve dans une sorte de no man's land administratif et juridique où en fait il peut faire énormément de recours. Puis voilà, en fait, il y a énormément de gens qui devraient être expulsés, qui sont dans cette situation-là, et c'est ça qui est dramatique. Et moi, je pense que aujourd'hui, compte tenu de la situation du pays, où il y a quand même une surreprésentation des étrangers dans la délinquance dans le pays, dans les trafics de stupéfiants, dans les crimes et délits, eh bien, je considère que dès lors qu'il y a une décision d'expulsion, les chiffres ont été donnés par Gérald Darmanin. Bien sûr, c'est sur Paris, Marseille, et quelques Marseille, c'est plus d'un sur deux. Oui. Voilà, et Paris, c'est pareil. 55%. Vous avez puis ça contamine maintenant d'autres villes, Montpellier qui est devenu un petit Marseille, par exemple. Vous allez voir, dans les prochaines années, on parlera de Montpellier comme Marseille. Et bref, c'est un autre sujet. Ça se propage, ça se dissémine. Mais pourquoi ? Non, mais ça se dissémine pas. C'est simplement que c'est une logique de masse. C'est à force, vous savez, il y a 290 000 titres de séjour qui sont délivrés chaque année. On n'expulse plus personne. Et donc, je termine simplement par une chose, peut-être une idée, c'est que je trouve que... Attendez, je sais ce qu'il va dire. Il va dire que dès l'instant où il y a une décision, elle devrait être exécutoire. Et moi, voilà. De la même manière que j'ai précédé une précédente, la Cour européenne des droits de l'homme dira non, il doit y avoir absolument un droit à un recours, etc. Cour européenne des droits de l'homme. Mais là, on n'est même pas dans la Cour européenne. Mais là, c'est le droit français. Moi, ce qui me gêne, c'est le droit français. Non, mais parce que très souvent, on se lave les mains avec le droit européen et il y a l'inefficience du droit français en matière d'expulsion. Et avant même de parler de l'extérieur, est déjà honnêtement pathétique. Alors, Philippe Guibert, vous voulez rajouter votre vision à ce sujet ? Je suis pas assez spécialiste, assez juriste comme maître pour savoir. Mais quand on dit comme ça l'état de droit, il faudrait faire attention à pas jeter le bébé avec l'eau du bain quand même, parce que c'est important l'état de droit. Mais oui, mais donc il faudrait être plus précis. On jette rien du tout. Il faudrait être plus précis dans ce qu'on veut garder, dans ce qu'on trouve abusif, parce que. Attendez, pas tous en même temps. Golnadel, Guibert. Je me méfie toujours. Il y a une idéologie, ce que Louis disait, il y a une idéologie droit de l'homiste qui est le contraire, qui est la négation du droit des hommes. La réalité est là. Cette idéologie, elle est partout. Cette idéologie, elle a empêché que l'état de droit expulse ou empêche de venir les gens qui n'avaient rien à faire ici. Cette idéologie, on en parle maintenant, elle a complètement noyauté les tribunaux. De la même manière, pour aller plus loin, cette idéologie fait que ceux qui se prétendent écologistes ont sabordé le nucléaire et il y a plus de pollution. L'idéologie... Le lien est assez quand même... Non mais le lien, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. C'est le même ressort. Parce qu'entre le nucléaire et les verts je suis en train de vous expliquer... Je suis en train de vous expliquer qu'au nom d'une idéologie qui prétend faire le bien, on arrive à faire le mal. Dans ce sens-là, je comprends votre raisonnement. C'est ça que je suis en train de vous dire. Un dernier mot là-dessus, parce qu'il faut qu'on avance. Non, parce que sur le nucléaire, c'est qu'il le juge trop risqué, ce qui est extrêmement discutable par rapport à d'autres. Ah bah oui, moyennant quoi, ils ont plus pollué grâce au... C'est pas l'idéologie des droits de l'homme, là. Grâce au central à charbon. Alors, Éric Revel. Poussé à son extrême. Je vous rappelle quand même... Éric Revel, vous n'en pas tous en même temps, parce que pour nos auditeurs, c'est compliqué. Très bon sondage dans le JDD de ce week-end, IFOP, sur la question du nucléaire. 75% aujourd'hui des... Non, mais c'est pas ça qui est le plus phénoménal. C'est que 53% des écolos maintenant sont pour le nucléaire. Ils nous ont fait éteindre, ils nous ont culpabilisés avec nos centrales nucléaires. Et aujourd'hui, à 53%, les adhérents d'Europe Écologie Les Verts sont pour le nucléaire. Les électeurs. Mais un des problèmes de la gauche, c'est qu'ils sont parfois en décalage avec leur propre électorat. C'est d'ailleurs qui finit par se réduire. Enfin, c'est le peuple français qui en fait les frais, si vous voulez, depuis des décennies. Mais c'est le peuple français qui vote aussi, et donc qui est souverain. On va avancer. J'aimerais qu'on évoque l'affaire Adrien Quatennens, puisque le parquet de Lille, vous le savez, a ouvert une enquête après la révélation de violences conjugales
qui ont visé l'ex-compagne d'Adrien Quatennens. La première ministre, Elisabeth Borne, s'est exprimée cet après-midi à propos des phrases qu'a prononcées Jean-Luc Mélenchon. Mais on va revenir sur le malaise que cela provoque au sein de la France insoumise, parce que de nombreuses insoumises ont vraiment pris à cœur cette affaire et ne voulaient pas qu'on la passe sous silence. Et on en voulu un peu à Jean-Luc Mélenchon d'avoir dans un premier temps soutenu Adrien Quatennens avant d'avoir un mot évidemment pour son épouse. Le point avec Jeanne Cancard, et puis je vous passe la parole, je pense que ça va être assez intéressant. De l'embarras et un sentiment de malaise dans la réponse de la députée Mathilde Panot concernant une question sur la première réaction de Jean-Luc Mélenchon à l'affaire Adrien Quatennens. Nous avons un communiqué de presse qui a été fait par la coordination des espaces de la France Insoumise, dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous. C'est pas ma question, c'est sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon. C'est ma réponse. Alors que le député du Nord a reconnu de violentes disputes et une gifle à l'encontre de sa femme, Jean-Luc Mélenchon a réagi tardivement avec un premier tweet très critiqué dans lequel il apporte son soutien à Adrien Quatennens. 3 heures plus tard, deuxième tweet où il évoque cette fois-ci une gifle inacceptable et mentionne la victime. Mais c'est déjà trop tard, le malaise est là. Ce matin, lors de la conférence de presse de la France Insoumise, après quelques secondes d'hésitation, c'est finalement la députée Danielle Obono qui tente difficilement de désamorcer la polémique. Je pense que ce sur quoi nous voulons insister, c'est le fait que c'est l'expression politique qui a eu lieu ce week-end, notamment d'Adrien Quatennens, et a révélé une situation grave. Hasard du calendrier, ce jeudi et vendredi, les députés de la France Insoumise assisteront à une formation obligatoire sur les violences sexistes et sexuelles pour préparer la rentrée parlementaire. Louis de Ragnel, est-ce que cette affaire est véritablement embarrassante pour la France Insoumise ? Est-ce qu'elle plonge effectivement... Il y a une dissension très claire aujourd'hui. Elle est embarrassante parce que, déjà, il y a un problème de cohérence. C'est-à-dire que la France Insoumise était un des partis les plus en pointe dans la défense, en tout cas dans le combat des luttes faites contre les femmes, les agressions sexuelles, sexistes. Les violences. J'ai dit quoi ? Vous avez un petit peu mélangé. Les violences, pardon. Oui. C'était le premier parti à quasiment établir une sorte de justice interne avec des tribunaux internes, avec une cellule d'écoute, une CVSS, cellule de veille sur les violences sexistes et sexuelles, je crois que ça s'appelle comme ça. Et patatras, elle est rattrapée par l'un des siens et pas n'importe qui, donc Adrien Quatennens, qui donc était une sorte de fils spirituel de Jean-Luc Mélenchon. Et vous savez qu'on parle beaucoup de la succession de Jean-Luc Mélenchon, donc ça arrive quand même au pire moment. Ensuite, donc ça c'est l'arroseur arrosé. Ensuite, l'autre problème que ça pose, c'est que c'est la légitimité du chef Jean-Luc Mélenchon qui, pour la première fois depuis longtemps, est remise en question par ses propres troupes, à la fois par des jeunes parlementaires, la France Insoumise, qui viennent tout juste d'être élus. Donc ça, c'est quelque chose d'hallucinant pour les journalistes qui suivent la France Insoumise. Ils disent on ne peut pas banaliser les violences faites à une femme. Une gifle n'est pas acceptable. C'est ce que disent ces jeunes députés. Et là, c'est plus sur la dimension politique. C'est-à-dire que c'est la légitimité de Jean-Luc Mélenchon qui est remise en question. Jusqu'à aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, sur tous les sujets, il y a eu des affaires financières, il y a déjà eu des affaires avec des soupçons de violences sexuelles, sexistes au sein de la France Insoumise, mais jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez, il n'y avait pas une voix dissonante. Et là, aujourd'hui, la parole se libère, avec ces jeunes députés, et puis malaise extrême, à travers Mathilde Panot, la présidente du groupe. Vous avez Alexis Corbière qui est juste à côté, vous avez Clémentine Autain, vous avez tout, si vous voulez, tout l'état-major, le gros des troupes, c'est pas les troupes, c'est les cadres de la France Insoumise qui sont très mal. Et donc, voilà, il y a Jean-Luc Mélenchon qui est fragilisé, et puis, alors tout ça intervient dans un contexte politique au sein de la NUPES, il y a plusieurs partis, donc il y a la France Insoumise, mais il y a aussi les écologistes, et Sandrine Rousseau qui jette des seaux d'huile comme ça sur le feu pour essayer, je pense, de discréditer Jean-Luc Mélenchon, et pour essayer, elle, d'avoir plus d'influence au sein de la NUPES et pour essayer d'imposer sa ligne, parce que c'est ce qu'elle cherche à faire. En tout cas, c'est votre analyse, c'est pas forcément la bonne. Pourquoi on en parle tant ? Maître Pourquoi on en Golnadel. parle tant ? C'est parce que la coupe est pleine. Je veux dire, moi, quand j'ai des problèmes de sommeil, je compte les gens chez les Insoumis ou associés qui ont été rattrapés par la patrouille. Tabouaf, Coquerel, Porte, Monsieur Quatennens, à côté il y a Monsieur Bayou. Il en pousse un par jour. Or, à qui ça arrive ?
À qui ça arrive? Aux donneurs de leçons. Mais vraiment, c'est pour ça. Je ne vous cache pas une sorte de joie mauvaise. Dès l'instant où il y avait un pauvre type... C'est pas bien, mon cher. Ah mais non, mais je dis ce que je pense. Hein, moi, dès l'instant où il y avait un pauvre type, il n'y avait aucune preuve contre lui, mais il était dans le camp adverse, qui était un petit peu esquinté par la presse, mais il fonçait sur lui comme la misère sur le pauvre monde. Et c'est à ces gens-là que ça arrive. Donc, mais alors là, effectivement, ils la ramènent pas. Ils sont beaucoup plus penauds. Mais je me demande vraiment, au-delà de mes considérations un peu politiques, je pense que vraiment, chez l'homme, il y a un côté tartuffe. C'est-à-dire, moi, j'ai tendance à dire, celui qui tient le discours le plus sévère, c'est lui le plus pervers. Moi, quand quelqu'un me chante la messe comme ça, tous les matins, je me méfie un peu. Voilà. Donc c'est ce qui arrive. Ne croyez pas, bon, bien sûr que c'est grave ce qui s'est passé, mais bon, Monsieur Quatennens n'a tué personne. C'est une gifle, c'est répréhensible, mais il n'a tué personne. Bien sûr, c'est grave, mais... C'est grave. Non, madame, c'est un avocat qui vous parle. Non, madame, c'est un avocat qui vous parle. C'est grave, point. C'est un avocat qui vous parle. Une gifle par un tribunal, c'est condamné moins sévèrement que si vous violez une femme. Je me permets de le dire. Mais pourquoi ? Donc c'est grave. Mais pourquoi on en parle ? Pourquoi on en parle autant ? Pourquoi ça agite autant l'opinion ? Pourquoi eux se trouvent tellement penauds ? C'est parce que c'était les grands donneurs de leçons devant l'Éternel. La réalité, elle est là. Je vous ai vu écouter avec intérêt Maître Goldnadel. Et avec approbation. Il a raison. Aussi. Il a raison sur un point. Sur les donneurs de leçons, notamment. Oui, bien sûr, évidemment, et je suis assez d'accord avec vous sur le plan psychologique. Quand vous dites que justement les plus puritains sont parfois, pas toujours, mais peuvent être parfois les plus pervers. Je suis méfiant. Là où j'ai un petit point de nuance avec vous et avec Louis, c'est sur Jean-Luc Mélenchon, grand leader de la gauche et de la NUPS. Là, il est dans un moment de difficulté, c'est évident. Il a commis cette erreur de faire parler ses sentiments personnels pour Quatennens, qui effectivement était son héritier un peu désigné, ou en tout cas son préféré. Et que donc là, il est en difficulté, et c'est le grand malaise, comme vous le dites. Maintenant, je pense que la vie politique se joue pas sur une semaine. Je pense que l'automne sera quand même social, surtout si Emmanuel Macron et Elisabeth Borne veulent insister sur le sujet des retraites, et que les cartes seront rebattues, et que Jean-Luc Mélenchon peut retrouver un statut de leader plus incontesté sur d'autres sujets. Éric Revel, là-dessus, entre la version Philippe Guibert, l'hiver arrive avec les grands sujets sociaux, et la version de Maître Goldnadel. Bon, elles sont pas antinomiques. Non, elles sont pas antinomiques. Moi, je reprendrai une formule, la Pofteng populaire. Là, ce matin, les députés de la France Insoumise, ils regardaient leur pompe. Oui. Ils regardaient leur pompe, au propre comme au figuré. C'est-à-dire que quand vous voyez la brochette, pourtant de ténor, enfin Alexis Corbière, on ne l'arrête pas comme ça quand il veut dire quelque chose. Madame Panot non plus. Et là, tout le monde se tournait, vous savez, pour savoir qui allait prendre la parole et qui avait quelque chose à dire. Ça, c'est rarissime, parce qu'évidemment, l'écueil, c'était... de ne pas faire passer cet acte pour un acte bénin, et en même temps de ne pas se désolidariser du leader Maximo, Jean-Luc Mélenchon, qui avait fait un premier tweet qui a dû lui échapper, mais qui montre qu'il n'avait pas pris tellement ça au sérieux, ce qui évidemment, qui n'a jamais retiré, ce qui est évidemment un crime, de lèse-majesté pour une partie des Insoumises et de LFI. Mais non, j'ai pas fini, si je peux me permettre. Mais vous avez 30 secondes, mon cher. J'ai jamais beaucoup de temps. Oh, c'est le cas numéro du plateau. Mais non, mais c'est vrai. Alors, c'est très important. Il passe toujours au derrière. J'ai remarqué ça. Je dois dire que des choses qui sont inintéressantes. Non, pas du tout. Je vous passe la parole en tout premier, juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, et c'est Mickaël Doriankel.